je vais vous parler du progrès des connaissances. Il y a deux facteurs importants pour améliorer nos connaissances. Le premier, c'est la correction de nos erreurs. Quand nous produisons des connaissances, c'est que nous voulons résoudre un problème. Et la production des connaissances va se faire petit à petit par un retour correctif entre notre problème et les essais que l'on va élaborer. Il arrive très souvent que le problème change même au fur et à mesure que nous travaillons dessus. Pourquoi ? Parce que nous en apprenons davantage et nous appliquons sans cesse des retours pour corriger nos erreurs. Le deuxième facteur important, et qui est vraiment décisif dans la production de connaissances scientifiques par exemple, voire même dans des théories explicatives métaphysiques ou presque scientifiques, c'est la critique consciente, faire des tests. Beaucoup de monde pense que l'attitude critique consciente consiste à exprimer nos sentiments, nos impressions, à signaler que nous ne voulons pas aller dans telle ou telle direction. Bon, c'est vrai, il faut en tenir compte, mais ce n'est pas ce qu'il faut comprendre par attitude critique quand on parle de produire des connaissances et surtout des connaissances scientifiques. La méthode critique consiste à examiner, au fil du temps, si notre hypothèse de départ est correcte, ou plutôt, plus précisément, à chercher en quoi elle est erronée. Il semble impossible de découvrir une hypothèse entièrement vraie. C'est là le cœur de la méthode critique. Souvent, on la présente aussi de telle façon que on peut avoir une attitude critique que si on sait que nos propres idées peuvent être fausses. Si on part du principe qu'on a toujours raison, eh bien forcément, on n'a pas une attitude critique et on pourra difficilement progresser dans nos connaissances. On pose une hypothèse et nous essayons de découvrir, en faisant des tests, des essais, les qualités, ce qu'il y a de vrai dans cette hypothèse, et puis surtout, on essaye de déceler ses faiblesses. Il faut réfléchir aux faiblesses de nos idées, et c'est en cela que consiste la méthode critique. En science, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Ils ont une théorie et ils vont essayer d'imaginer une expérience qui puisse mettre en défaut une théorie qui est très très puissante, qui explique beaucoup de choses. Donc il est très difficile de la tester, mais c'est l'objectif des scientifiques. Il faut mettre l'accent sur une attitude consciente de mise en œuvre d'essais et de recherche d'erreurs. Nous recherchons nos erreurs, et c'est ça la méthode critique. Elle n'existe qu'au niveau humain. Et c'est parce qu'en science, nous visons la vérité que nous avons besoin de produire toujours de meilleures connaissances. C'est ça notre objectif. Et éliminer nos erreurs, élaborer des dispositifs qui permettent de corriger nos erreurs. Quand nous n'arrivons pas à réfuter une idée, alors là, c'est que nous avons affaire à une belle hypothèse, à une hypothèse solide. Et c'est ça, la méthode consciente, la méthode vraiment critique. L'objectif n'est pas juste de trouver une belle hypothèse, mais une hypothèse forte qui résiste aux essais de réfutation. Et attention, en aucun cas il ne s'agit de cacher nos faiblesses, de cacher des erreurs. Prenons un exemple. Comparons la théorie physique d'Einstein et la théorie physique de Newton. La théorie d'Einstein est meilleure car nous n'avons pas encore réussi à la réfuter. Elle peut expliquer tous les phénomènes qu'expliquait la théorie newtonienne, et d'ailleurs cette théorie, on sait qu'elle est fausse, mais on l'utilise toujours, elle est toujours utile pour faire des calculs dans les domaines où elle est applicable. Mais on a vu qu'il y avait des domaines dans lesquels la théorie newtonienne était fausse, et celle d'Einstein pouvait expliquer des phénomènes que Newton ne pouvait pas expliquer. Mais les deux théories sont très proches. Les différences sont faibles, et dans la plupart des cas, tout ce qui se passe, on va dire, sur Terre, peut être expliqué par la théorie de Newton. Alors si on prend des données où la vitesse est très élevée, la théorie de Newton est fausse. Si on prend des données où il faut avoir des précisions sur la course elliptique d'une planète, la théorie de Newton est moins bonne. Donc les deux théories donnent presque toujours le même résultat. Mais elles se contredisent quand même, car l'une
donne quelque chose de différent, même si c'est quelques secondes par siècle. Quoi qu'il en soit, il est impossible que les deux théories soient vraies ensemble. Et il est intéressant de comprendre que non seulement Newton n'a jamais affirmé que sa théorie était forcément vraie, du fait qu'elle était approuvée dans toutes les expériences connues à son époque, et cela a duré pendant quasiment 2 siècles, et bien au contraire, à plusieurs reprises, il a dit que sa théorie ne serait sûrement qu'une approximation d'une meilleure théorie. Newton n'a jamais prétendu que sa théorie était plus qu'une bonne hypothèse, qu'une bonne théorie. Il n'a jamais prétendu détenir l'ultime vérité avec sa théorie. A l'inverse, Kepler, lui, concevait les théories scientifiques comme des théories ou des lois prouvées par l'expérience et les faits. Dans la théorie de Newton, les planètes s'attirent et en s'attirant, elles conduisent à certaines déviations. Cela forme de petites déviations par rapport aux lois qu'avait établies Kepler. Mais les lois de Newton ne peuvent pas dériver des lois de Kepler. Il n'y a pas de lien logique entre ces deux théories, car en fait, elles se contredisent. C'est la même situation entre les lois de Newton et celles d'Einstein. Elles ne sont pas compatibles. Elles vont rendre compte, presque tous les phénomènes vont être expliqués, mais pas de la même façon. Et on voit que la théorie d'Einstein explique mieux et plus de phénomènes. Donc toutes ces théories, elles sont merveilleuses, mais elles ne sont pas parfaites. Ce ne sont pas des théories vraies. Tout ce discours que vous entendez sur la preuve, en fait, elle nous induit en erreur. Et c'est ce discours sur la preuve freine le progrès des connaissances. Il est de la plus haute importance d'appliquer une critique sévère à nos idées, à nos théories. Il faut reconnaître que nos théories ne sont pas certaines. Elles comportent des faiblesses. Diderot disait « Commencez par confesser votre ignorance ». Nous devons toujours appliquer la méthode consistant à essayer d'éliminer les erreurs possibles qui se trouvent dans nos idées. Nous devons prendre une théorie et l'examiner. Nous devons réfléchir et nous demander où cette théorie peut éventuellement être combattue et dans quelles circonstances elle pourrait être réfutée. Nous devons essayer de comprendre les circonstances qui peuvent la mettre en défaut et ainsi avancer dans notre compréhension de la réalité. Et si malgré nos tentatives elle n'est pas réfutée, alors cela peut être une victoire personnelle, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'elle sera passagère. Car ce que nous devons faire, c'est de soumettre nos idées à des tests sévères. En agissant ainsi, nous faisons comme si nous étions les ennemis de nos propres idées, comme si nous étions les adversaires de nos propres théories. Nous devrions avoir une attitude positive envers la critique. Et il y a une grande différence entre le cerveau humain et le niveau biologique de la production de connaissances et la correction des erreurs. Popper aime à rappeler qu'il n'y a qu'un seul pas entre l'amibe et Einstein. Il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une seule étape. Tous les êtres vivants fonctionnent de la même façon, par essai et par erreur. Mais l'humain a une étape qui lui permet de faire mourir ses idées à la place d'une partie de son organisme ou de son organisme tout entier. Einstein en fait dit « Je ne pense pas que ma théorie soit satisfaisante ». C'est ce qu'il a dit à propos de sa propre théorie de la gravitation. Et pourquoi il ne pense pas qu'elle n'est pas satisfaisante? Einstein rappelle qu'il a passé toute sa vie au bureau à produire sa théorie de la gravitation. Alors, il y a la théorie de la relativité générale, qui a été élaborée vers 1916, et tout le reste de sa vie, jusqu'en 1952, il a essayé de trouver une meilleure version de sa théorie de la relativité générale. Il est toujours resté très critique à l'égard de sa théorie. Cette attitude, les êtres vivants, les autres êtres vivants ne l'ont pas. L'amibe n'est pas capable de critiquer les essais qu'elle va faire. Elle va mettre sa vie, ses actions vont toujours être en jeu dans les essais qu'elle va faire. C'est la différence primordiale entre l'humain et les autres animaux. Alors nous avons encore une autre différence qui a été signalée par David Deutsch, c'est que l'homme explique les choses et les autres organismes ne peuvent pas expliquer ce qui les entoure, leur environnement, la vie. Alors ces deux différences vont faciliter l'adaptation des humains à différents types d'environnements. La science est en quelque sorte une prolongation consciente
de cette caractéristique humaine de correction des erreurs. Il est important de voir qu'il faut critiquer strictement, c'est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de découvrir des erreurs et d'améliorer, de faire progresser nos explications, nos connaissances. Cela n'est possible pour nous que parce que nous avons le langage humain. Le langage humain nous permet de formuler distinctement nos théories, de les poser devant nous, de les objectiver. On va rendre nos idées comme des objets, on pourra les partager, les comparer. On peut les examiner comme on examine un objet de la réalité. C'est le langage humain qui permet de rendre visibles nos idées, de les disposer, de les poser en dehors de nous, de les disposer devant nous. Et ainsi, en étant en dehors de notre tête, les idées deviennent objectives. Elles se présentent comme des objets objectifs, comme des objets que l'on peut manipuler, que l'on peut comparer, que l'on peut critiquer. Et d'ailleurs, les idées, on peut les partager, on peut les transmettre. Et l'avantage avec un objet abstrait comme une idée, c'est quand on la partage, on n'est pas appauvri. Quand on donne un objet, on ne l'a plus, mais quand on donne une idée, on la possède toujours. On peut la transmettre sans aucune perte. Nous pouvons parler de nos idées, de nos solutions avec nos semblables. Nous pouvons les modifier et donc les améliorer. Les théories deviennent saisissables grâce au langage humain. C'est ainsi que l'on peut améliorer nos idées et nos solutions. Nous pouvons utiliser le langage oral et, encore mieux, le langage écrit qui permet de rendre plus fort la réplication fidèle des idées et leur diffusion à une plus grande échelle. Une diffusion à un plus grand nombre de cerveaux et d'esprits. Einstein aimait dire qu'il était plus intelligent avec son stylo. Et oui, parce qu'on peut objectiver nos idées. Et on est encore plus intelligent avec un ordinateur. Ainsi, les idées, tester nos idées ou à mieux diffuser nos idées. En étant soumises à un plus grand nombre de personnes, peuvent être encore mieux examinées, car tout humain qui en prend connaissance peut critiquer et modifier une théorie, une idée. Donc, plus il y aura d'humains, mieux ce sera, mieux on se développera, mieux on s'adaptera et mieux on pourra résoudre nos problèmes. Cette objectivité de nos idées, de nos théories, qui peuvent être soumises à la critique et à l'amélioration, c'est le plus grand pas que l'humain a effectué pour l'instant. L'humain est le résultat d'un processus cosmologique. Et seul l'humain est capable de comprendre le cosmos et de s'en rendre comme maître et possesseur. C'est une référence à Descartes.